Bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de me donner l'opportunité de présenter ce travail sur la cascade que nous avons mené, dont je le présente au nom de toute l'équipe. Merci déjà pour l'invitation. Nous avons vu tout à l'heure, l'UNICIDA nous a présenté les données d'une manière globale dans le monde, mais ce n'est qu'un petit aspect, la cascade. Nous avons présenté uniquement la cascade programmatique du Cameroun. Donc, quel est notre menu? Nous allons planter le problème à l'introduction, dire pourquoi est-ce que nous avons fait le travail, comment nous l'avons mené, qu'est-ce que nous avons obtenu comme résultat, les principales recommandations et depuis que l'étude a été menée l'année dernière, qu'est-ce qui a déjà été fait et quelles sont les prochaines étapes. Donc déjà, la situation de VIH au Cameroun, comme on a l'habitude de le dire, le Cameroun est l'Afrique en miniature. Donc en général, pour quelqu'un qui n'est jamais allé en Afrique, si vous voulez visiter un seul pays, c'est mieux le Cameroun parce que là, vous aurez l'opportunité d'avoir un peu, au niveau socio-culturel, un peu toutes les composantes. Donc la population, c'est 20 millions, 23 millions d'habitants. La prévalence du VIH, 4,3 d'après EDS 2011. Les personnes vivant avec le VIH, c'est 561 000. Les personnes sous tas, c'est environ 240 000. Et les décès annuels tournent autour de 24 000. Donc, pourquoi déjà l'étude? En 2015, le Cameroun a souscrit aux objectifs 90-90 de l'ONU-SIDA. Et dans le but d'atteindre ces objectifs, un plan d'accélération a été développé. Et l'impact attendu était la réduction des nouvelles infections et aussi la morbidité et la mortalité. Et il y avait aussi la nécessité pour les partenaires d'avoir un consensus sur comment suivre les impacts de ces interventions. Par exemple, certains partenaires, c'est le Fonds mondial, l'ONU-SIDA, le DAT, et l'OMS, PEPFAR et autres. Donc, l'étude avait donc pour but d'évaluer la cascade programmatique afin d'avoir des données de référence en matière de réponse au VIH, d'après les objectifs 90-90. Plus particulièrement, il s'agissait d'identifier les gaps programmatiques et de voir comment on pouvait prioriser les interventions pour la période 2018-2022. Comment nous avons mené l'étude? Déjà par rapport au premier 90, nous savons que le logiciel Spectrum de l'ONU-SIDA estime déjà le nombre de personnes qui vivent avec le VIH. Mais de nombreux pays, surtout les pays subsahariens, avaient des difficultés pour estimer le premier 90, notamment en raison de la difficulté d'obtenir les personnes qui connaissent effectivement leur statut. Donc, nous avons donc proposé une méthode qui est basée essentiellement sur le parti des tests positifs. Et si nous partons des tests positifs, on sait déjà qu'il y aura les doublons. Et nous avons pensé que nous avons identifié deux importants ingrédients qui pouvaient être tenus en compte afin de tenir compte de ces doublons. Il s'agissait de la probabilité qu'une personne soit testée positive, qu'une personne testée positive refasse le test, et aussi le nombre moyen de fois que quelqu'un s'est testé positif depuis que la personne a fait le premier test. En dehors de ça, nous avons aussi tenu compte du nombre de la proportion de faux positifs, aussi de la probabilité qu'une personne VIH+ décède, et aussi de la probabilité qu'une personne VIH+ émigre. Donc, en tenant compte de cela, naturellement, on peut penser à un ajustement simple qui va tenir compte uniquement des faux positifs, des décès et puis des personnes immigrées. Donc, en tenant compte donc de la probabilité de se faire retester ou bien du nombre moyen, nous avons utilisé un facteur de correction et finalement, nous sommes arrivés à cet estimateur qui essaie donc à partir des tests d'arriver à l'estimation finale des personnes qui connaissent leur statut VIH.
L'hypothèse que nous avons émise, c'était que les données suivaient une distribution de poissons. Cela nous a permis de, non seulement de faire l'estimation, mais de construire un terrain de confiance autour de cette estimation. Nous avons fait une analyse de la sensibilité par rapport à cette estimation et justement la courbe qui est là montre qu'effectivement cet estimateur était très très sensible à la probabilité d'être testé positif et aussi le nombre moins de fois que quelqu'un se reteste. Par exemple, si nous partons sur une base de 100 tests positifs, prenons l'hypothèse que chacun se reteste. Donc ça veut dire que la probabilité c'est 1. Voici donc la courbe qui permet de voir le nombre de personnes inscrites positives en fonction de ces deux paramètres. Par exemple, si quelqu'un s'est fait retester près de 4 fois en partant sur cette base de 100, le nombre de personnes qui connaissent le statut sera autour de 22, par exemple. Si nous prenons l'hypothèse que c'est 10% et les gens se testent à moins 4 fois, nous aurons, au lieu de, à partir des 100 tests positifs, on aura à peu près 95 personnes qui connaissent leur statut. Et nous avons constaté donc que les deux paramètres de sensibilité étaient ceux-ci, mais les autres paramètres ne l'étaient pas. Ça fait que cette courbe peut être répliquée aussi pour les autres paramètres. Donc, pour le deuxième 90, les données ont simplement été extraites à partir de la base de données DHIS2. Et pour le troisième, les données ont été extraites à partir des 8 laboratoires qui réalisent les examens de charge virale au Cameroun. Certains paramètres ont été obtenus à partir de la littérature, notamment les faux positifs, les probabilités de décès, les probabilités qu'une personne émigre. Et nous avons réalisé une enquête au niveau national qui nous a permis d'estimer nos deux paramètres, à savoir la probabilité pour qu'une personne VH+ se fasse retester et le nombre moins pondéré, le nombre de fois que la personne a fait le test depuis qu'elle s'est testée pour la première fois. Donc, les résultats que nous avons obtenus, vous avez dans la cascade, et de la cascade, il nous ressort donc près de 180 000 personnes qui ne connaissaient pas leur statut doivent être recherchées à travers l'intensification de dépistage et que près de 175 000 doivent être mis sous tas. Et il faut encore rechercher 158 000 personnes à qui on doit demander la charge virale. Et il faut rechercher, il faut que les 17 000 personnes chez qui on a demandé la charge virale, il faut que leur charge virale soit supprimée. Donc, par exemple, les 560 000 ont été obtenus du spectrum et les 380 000 obtenus à partir du modèle. Donc, les rouges ici, ce sont les gaps. Les rouges sont les gaps et les verts, là, ce sont les performances. Donc, nous avons donc recommandé à la fin de l'étude l'effort doit être fait pour rechercher et enrôler les personnes, le plus grand volume de personnes qui ont été dépistées plus positifs, et multiplier les sites de prise en charge, améliorer l'accessibilité à la charge virale, par exemple en augmentant les sites, parce que pour le moment c'est 8, et réduire aussi le coût, réduire le coût de la charge virale, et accélérer les directives testées et traitées, et améliorer aussi la gestion des données. Nous avons pris des actions immédiates au Cameroun dès que les résultats des études avaient été publiés. Par exemple, ces études ont été utilisées pour guider le nouveau plan stratégique 2018-2022. Et actuellement, la cascade se fait déjà régulièrement. Par exemple, il y a un bulletin épidémiologique trimestriel qu'on produit au Cameroun. À l'intérieur, on peut produire les cascades actuellement chaque trimestre. Les gaps qui ont été identifiés ont aussi permis de faire un rattrapage de la charge virale avec l'appui du Fonds mondial. Et actuellement, le plan de suivi-évaluation est en cours de révision pour pouvoir intégrer le suivi des cascades. Les prochaines étapes,
Il est nécessaire de faire certaines analyses prospectives de suivi pour déterminer les taux de mortalité et aussi des études transversales pour déterminer les autres paramètres de modèle et surtout aussi développer une application permettant de construire en routine les cascades tant au niveau local que régional. Nous tenons à remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés durant l'évaluation de la cascade. Il s'agit notamment déjà les bénéficiaires, le CAMNAFOR et l'ONU-SIDA. On ne peut pas les citer tous, mais ils sont là. Nous tenons vraiment à les remercier. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation et ce travail d'agrégation de données pour construire cette cascade. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Oui. C'est bon. Merci beaucoup. Je suis Dr Hassan Diouf, infectiologue épidémiologiste à l'Université de Dakar et de Montréal. D'abord, je tenais à vous féliciter de cet effort qui a été fait pour essayer d'avoir ces données d'une manière différente du spectrum. Je pense que c'est hyper important pour nos pays. Ensuite, la question que j'avais, c'est par rapport aux charges virales. D'après ce que j'ai compris, vous les avez recueillies à partir des laboratoires. Oui. Est-ce que toutes ces charges virales sont arrivées aux cliniciens, notamment celles qui ont été détectables pour la prise en charge de ces patients potentiellement en échec? Donc, au Cameroun, il y a 8 laboratoires dans lesquels les zones se regroupaient. C'est-à-dire, par exemple, dans le Grand Nord, il y a un centre au niveau de Yaoundé, il y a d'autres centres où toutes les charges virales se font là. Et nous avons pensé que c'était représentatif de ce qui se faisait de la charge virale au Cameroun. Mais c'est pourquoi nous recommandons qu'il faut augmenter ces sites-là. Parce que les problèmes de distance peuvent faire en sorte que toutes les charges virales ne se font pas, notamment par rapport à ces distances-là. J'ai une petite question sur les charges virales, parce que du coup, est-ce que vous sous-estimez pas un petit peu du coup la proportion des personnes qui ont une charge virale contrôlée, parce que vous la regardez simplement chez les personnes qui ont eu une mesure de la charge virale. Oui. Or, peu de personnes ont eu une mesure, c'est ça? Ça ne veut pas forcément dire que celles qui n'ont pas eu de mesure de charge virale n'ont pas une charge virale contrôlée. Oui, donc c'est déjà la raison pour laquelle, dans la construction de la cascade, nous avons réservé un panel uniquement pour des gens chez qui on a demandé une charge virale. Mais est-ce que du coup, chez les gens qui n'ont pas eu de charge virale mesurée, est-ce que parmi ces personnes-là qui sont traitées, certaines personnes n'ont pas une charge virale contrôlée également? On n'a pas vérifié ça, c'est voilà. Une faiblesse. Et parce que du coup, vous regardez que chez les personnes qui ont eu une charge virale. Donc peut-être potentiellement, vous sous-estimez un petit peu oui, chez les personnes qui n'ont pas eu la mesure, mais qui peut-être prennent bien leur traitement. Oui. Oui, bonjour Dr Ngefak, bravo pour votre travail. J'ai deux questions qui sont en fait liées. La première question, c'est, moi je m'intéresse au premier 90. Donc vous avez estimé le nombre de fois où les personnes ont été testées. Je voudrais savoir quel était le nombre moyen où le dépistage a été fait par personne. La deuxième question, c'est est-ce que vous connaissez les motivations de ces retests? Je m'explique. Est-ce que les gens se font retester parce qu'ils n'ont pas compris le résultat de la première fois où ils ont fait le diagnostic, ou bien parce qu'ils se disent que c'est peut-être le laboratoire s'est trompé, je vais refaire un test ailleurs pour voir si c'est confirmé ou pas. Merci. Ok, merci. Donc le nombre moyen tournait était de 2,5. Mais comme on a rappelé tout à l'heure, on essayait d'ajuster par rapport, depuis que quelqu'un a l'infection. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'est fait retester 3 fois en 3 ans, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui s'est fait retester ces 3 fois-là, peut-être en une année. Ces 3 fois-là, en une année. Donc on a ajusté par le temps, mais c'était autour de 2,5. Bon, la deuxième question, pourquoi les gens se faisaient retester? Bon, il y a une bonne proportion qui est justifiée par le fait qu'ils n'avaient pas confiance au test. Donc, en fait, il y avait une étude où on essayait d'expliquer ces gaps. À cause du temps, on n'a pas voulu le présenter. Mais pour ceux qui sont intéressés par cette partie de l'étude où les gaps sont expliqués, il y a une présentation, il y a un poster qui est affiché là où on explique tous les gaps.
Donc, par exemple, une raison, c'est qu'ils n'ont pas confiance aux tests, c'est pourquoi ils se font retester. On va prendre 2 dernières questions, Charles, et puis après, professeur Pitché. Oui, merci. Je voulais juste donner un complément d'information par rapport à la question de Montréal, du Collège de Montréal, en disant qu'en fait, comme il dit, ces résultats ont été bien remis aux praticiens, puisque c'est sur la demande des médecins que les examens sont allés au laboratoire. Donc, avant l'étude, les résultats ont bien été rendus aux patients pour leur prise en charge. Merci beaucoup, Charles. Dernière question, professeur Pitché. Merci beaucoup, Vincent Pitché du Togo. Félicitations pour l'étude. Moi, je suis intéressé par le modèle mathématique. Est-ce que ce modèle est validé ou bien c'est la première construction conceptuelle de ce modèle qui mérite d'être validée après? Je serais intéressé que vous me donniez, est-ce que c'est reproductible en fait, c'est ça le problème. Est-ce que ce modèle, dans le contexte camerounais reproductible, c'est déjà validé ou bien c'est la première construction de ce modèle? Merci beaucoup. Ok, merci. Donc le modèle, on l'a développé au Cameroun et il y a eu des réunions et une très grande réunion à Balmayo, à côté de Yaoundé, où les experts du Fonds mondial étaient venus avec d'autres partenaires de l'UNICIDA. On a travaillé pendant 3 jours et à ce niveau-là, on avait validé. Bon, maintenant, si c'est ça validé, par exemple, oui. Bon, maintenant, nous sommes en train de développer les fondamentaux de ce modèle pour qu'il soit reproducible. Mais on peut l'appliquer à certains pays avec certains variants. Bon, on va remercier quand même Georges pour sa présentation. On peut l'applaudir une fois encore. Donc on va passer à Joseph Faucam. Ah, c'est Serge, d'accord, ok. C'est Serge Clotaire, donc bilan, qui va nous présenter du coup des données sur les femmes enceintes au Cameroun, où il y aurait une baisse significative de l'épidémie.